Et le livre de l'année, selon la rédaction de Lire Magazine Littéraire, est La France sous nos yeux de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casely, publié aux éditions du Seuil. Voilà un choix qui pourrait, de prime abord, un petit peu surprendre, puisque Lire, et désormais Lire Magazine Littéraire, a plutôt tendance à récompenser un roman ou un récit. En tout cas, vous pouvez regarder l'histoire du palmarès. On a vraiment l'essentiel de ces choix, de ces lauriers. Alors pourquoi cette année un essai de sciences humaines? Eh bien tout simplement car c'est une véritable œuvre littéraire. Et derrière ce thème de littérature, eh bien, on a beaucoup de choses. Et cet essai, à nos yeux, absolument remarquable, eh bien, nous rappelle que voilà, un livre est aussi un travail de construction, est un travail d'écriture à proprement parler et qui dépasse, j'allais dire, son simple contenu. Il y a une grande ambition, c'est certain, La France sous nos yeux, tout est dans le titre, eh bien c'est un portrait de l'Hexagone, aujourd'hui, jusque dans ses moindres recoins, donc on est face à une grande enquête sociologique et géographique sur sa dynamique sociétale, économique, électorale, j'en passe. On pourrait faire face à un objet, allez, on va dire un petit peu compliqué, abscon et réservé à un public déjà très concerné et assez pointu. Or, la grande force de La France sous nos yeux et justement trouver un juste équilibre entre le grand sérieux scientifique, des sciences humaines, des sciences sociales, et une capacité à rendre grand public, à rendre accessible et à vulgariser dans le meilleur sens du terme cette connaissance. Et ça passe justement par de la lecture de cartes et en même temps l'illustration par des concepts, par des villes, par des lieux en particulier, ou des petits détails qui peuvent sembler anecdotiques. Qui aurait pu imaginer qu'on puisse avoir de grands développements très pointus et éclairants sur le modèle pavillonnaire vanté par Stéphane Plaza, le plus célèbre des agents immobiliers de France, ou bien encore sur les boulangeries de rond-point, oui, ça paraît improbable, ou bien encore sur la culture manga, sur le tacos, j'en passe. Ces auteurs ont su les choisir avec une grande pertinence et nous montrer à quel point c'est éclairant sur notre réalité quotidienne. Et voilà pourquoi nous avons choisi de décerner ce titre de livre de l'année, donc à La France sous nos yeux, de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casely, publié, répétons-le, aux éditions du Seuil. Il est peut-être temps de leur laisser la parole car nous les avons rencontrés pour vous. Oui, ça nous a surpris, ça nous a fait très plaisir parce que je pense que dans le magazine Lire, il y a une exigence sur le fond, en fait, les thématiques des livres, mais également sur la forme. Et nous, c'est vrai que l'approche, je dirais pas littéraire, mais en tout cas éditoriale de ce livre, la manière dont il est construit, la manière dont il est raconté, c'était des éléments très importants pour nous. On est sur le champ des sciences sociales, en fait. Et donc, notre tropisme initial, c'est plutôt de décrire un peu à la façon d'un livre de sciences sociales, mais on avait à cœur de le rendre accessible et lisible. Toutes les emprunts qu'on a fait à la littérature, les simili-reportages que nous avons réalisés, un petit peu le rythme de narration, manifestement a séduit, a retenu l'attention de votre rédaction, donc on en est très touché, très flatté. Parce que, encore une fois, on ne se destinait pas à faire le roman de l'année, on était plus ancré dans les sciences sociales. Donc si, en plus, ce livre a été reconnu avec des qualités littéraires par un magazine comme le vôtre, on est très touché. On sent aussi l'influence dans ce livre de techniques journalistiques, par exemple dans la titraille, le fait d'accrocher le lecteur. Nous on est des grands lecteurs, pas de romans mais d'essais, de ce qu'on appelle la non-fiction. Donc c'est vrai que ce sont des ouvrages souvent denses, riches, parfois un peu ardus, parfois qui peuvent vous tomber des mains. Et nous on voulait un petit peu faire l'inverse, on voulait que ce soit une sorte de page-turner avec du fond et du sérieux, et on se disait que le lecteur ne devait pas être puni sous prétexte qu'il y avait 500 pages, beaucoup de tableaux, des graphiques, beaucoup d'entrées thématiques diverses et variées. On voulait qu'il rentre dedans, un petit peu comme dans une histoire, d'où encore une fois l'aspect narratif qui est très important. C'est pour ça qu'on fait souvent des décrochages territoriaux. On va zoomer par exemple sur Biarritz, voilà, on va plonger vers la côte basque et on va raconter un petit peu la vie des gens, je dirais la vie quotidienne à l'échelle individuelle, ce qui nous permet de ne pas être pas tout le temps uniquement conceptuel mais aussi concret. Il y avait aussi un parti pris en termes d'approche. On voulait parler de sociologie, mais en partant de la vie quotidienne, de la consommation et des modes de vie de nos concitoyens. Et donc cette approche-là se prêtait bien, je pense, à le style de rédaction pour lequel on a opté, à savoir qui s'apparentait plus à celui du reportage et de la description qu'on a essayé de rendre la plus vivante possible. Puisqu'encore une fois, le livre s'appelle « La France sous nos yeux ».
Et donc l'idée, c'était d'essayer de raconter aux Français, de leur faire prendre un peu de recul sur ce qu'ils avaient sous les yeux et sur les transformations qui avaient métamorphosé le pays en quelques décennies. Donc il fallait qu'il y ait la France, et puis le sous-titre où on parle de paysage, l'approche un peu visuelle et qui est très marquée dans le livre, et donc on voulait essayer de la faire ressortir aussi, je pense, dans le titre, d'où, après de nombreuses discussions, ce titre-là. Peut-être pas consciemment au moment où on l'a fait, mais une fois qu'on a vu le sommaire, le découpage, la table des matières, avec cette manière d'effectuer des travelling, voilà, d'aller d'un endroit à l'autre, d'aller à une scène à une autre, d'être encore une fois très incarné, très narratif, et d'être aussi, comme l'a dit Jérôme, de partir des objets de la vie quotidienne. L'objet, ça peut être le kebab, mais ça peut être aussi le pavillon, ça peut être aussi la voiture, avec l'exemple de la Dacia qu'on traite, ça peut être un centre commercial en périphérie d'une ville moyenne. Donc vous voyez, quand je dis ça à chaque fois, il y a des images qui montent en même temps. Le lecteur rentre dans un univers qui est effectivement visuel, en même temps qu'il est narratif. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas en tête en le faisant, ça s'est fait un peu inconsciemment, mais je trouve que ce titre rend bien cet aspect visuel, photographique, cinématographique, d'autant qu'on glisse beaucoup de références au cinéma contemporain, populaire et à la photographie dans le livre. Je pense qu'avec Jérôme, on a en commun ce goût pour les petites mythologies, en fait, ces faits, ces objets du quotidien qui révèlent beaucoup sur l'évolution de la société. On réfléchit aussi beaucoup par image mentale et par allégorie. Derrière la boulangerie de Rond-Point, pour reprendre cet exemple, il y a quoi? Il y a l'idée du déplacement d'une partie du commerce vers les périphéries commerciales, sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années, avec la crise des centres-villes, des villes moyennes. Vous avez aussi la question de la grande distribution, la question du goût et des attitudes face à l'alimentation, parce que vous avez une partie des gens qui vont s'approvisionner en pain de qualité voilà, moyenne, mais pas très cher, et d'autres boulangeries en centre-ville au même moment qui vont aller dans une course-poursuite vers la qualité, vers le premium, vers le naturel. Et en fait, cet exemple des boulangeries auquel tout le monde est sensible en France, évidemment, ils parlent de notre assiette, ils parlent de notre rapport au territoire, ils parlent donc de la mobilité, ils parlent de notre cadre de vie, ils parlent de notre rapport au monde, quelque part. Il nous a beaucoup influencés tous les deux. Là encore, c'est à lire ou au lecteur de répondre à cette question, mais nous, c'était un peu l'ambition. C'était de faire un essai de sciences sociales ou de raconter avec les outils des sciences sociales la France de Houellebecq. Et donc un autre nom de code du livre, c'était le Houellebéckistan. On lui rend hommage à de nombreuses reprises. Et lui aussi, je pense qu'il a un œil hyper acéré dans les façons dont il truffe ses romans de description de scènes, de lieux, d'endroits, d'objets. Et donc on s'est dit, bah voilà, nous, ça nous a énormément inspiré, consciemment ou non. Et donc on veut essayer de retranscrire ça en langage des sciences sociales. Si vous avez adhéré à cette vision-là, on est très heureux. C'est aussi un auteur qui a beaucoup parlé d'économie et du secteur touristique. Il a parlé de la grande distribution. Il y a de très nombreuses scènes des romans de Houellebecq qui ont lieu dans des supermarchés. Il y a même un sociologue, Vincent Chabot, qui a fait un texte uniquement sur les occurrences des différents supermarchés dans l'œuvre de Michel Houellebecq. C'est aussi un auteur qui aime parler de la crise un peu de l'occidental moyen, dans une époque très consumériste, en perte de repères, en perte de valeurs. Donc on voit qu'il y a beaucoup de thèmes houellebeckiens, en vérité, qui sont des thèmes de sciences sociales et qui parlent du changement sociétal actuel. C'est peut-être pour ça qu'on a été intéressé par son œuvre et qu'on a décrit, comme disait Jérôme, le Houellebéckistan. On a pris une grande claque quand on a lu le livre de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Donc là aussi, il est cité à de nombreuses reprises dans l'ouvrage. Et donc je pense que ces romanciers, avec Houellebecq, sont des formidables décrypteurs et raconteurs de la société française contemporaine, ce qu'on appelle nous la France d'après. J'apprécie aussi, il n'est pas cité dans le livre, mais Michel Bussy, alors sur un plan plus personnel, parce qu'il a exercé en tant que prof d'université la géographie électorale, donc moi j'ai travaillé avec lui là-dessus. Et donc quand vous lisez ses romans, hormis toutes les intrigues policières qui maintiennent le lecteur en haleine, il y a aussi un œil géographique. Il décrit très bien les territoires, les régions françaises contemporaines.
Moi, je citerai deux références, une littéraire, enfin journalistique, Florence Aubenas, que vous avez évoquée, surtout son ouvrage Le Quai de Ouistreham, qui a une dizaine d'années maintenant, dans lequel elle partait à Caen, tapait à la porte de Pôle emploi, en déclarant qu'elle avait uniquement le bac, qu'elle n'avait jamais travaillé parce qu'elle avait été femme au foyer. C'était un peu l'accroche du livre. Elle écrivait en introduction, au moment où j'aurais trouvé un CDI autour de Caen, j'arrêterai cette enquête. Et je citerai aussi une référence plus visuelle, qui est le projet d'Atlas des régions naturelles d'Éric Tabucchi et Nelly Monnier, qui sont deux artistes qui ont ce projet fou de parcourir en voiture l'intégralité de la France à partir d'un découpage qui est celui des régions naturelles, des petits pays, qui sont donc des découpages pas du tout administratifs, des découpages plutôt de géographie naturelle qui sont liés au relief, au climat. Et leur projet consiste à photographier méthodiquement chacun de ces plusieurs centaines de pays pour en retirer des photos, non pas uniquement de la nature, mais de la France d'après, selon nous, c'est-à-dire beaucoup de pavillonnaires des années 80 à 2000, beaucoup de boîtes de nuit à l'abandon, des vestiges industriels, des salles communales, des salles des fêtes, des salles polyvalentes, enfin toutes ces formes urbaines un petit peu banales qui se sont multipliées dans cette France contemporaine.